Ce monument est emblématique de la ville d'Alençon. Il l'est d'abord par son élégance, due en particulier à l'architecture exceptionnelle de sa charpente en forme de carène de bateau. Il l'est aussi par la spiritualité qui s'en dégage. D'abord lieu consacré à la prière, les circonstances de l'histoire lui confèrent un statut de bibliothèque. Il l'est enfin par son modernisme, pour avoir préservé au fil des siècles un fonds patrimonial des plus précieux et intéressants de Normandie. Mais le poids des siècles finit par peser sur ces structures, rendant inévitable la mise en œuvre d'un important chantier de restauration. En même temps, il convenait d'améliorer la conservation des ouvrages, le confort des lecteurs et des chercheurs, en leur permettant de bénéficier des nouvelles technologies de recherche et de communication. Toutes ces obligations et ces contraintes ont été un véritable défi pour les techniciens, qui devaient entrer dans ce bâtiment historique sans le défigurer, sans porter atteinte à son intégrité. Cette restauration reste à ce jour le chantier le plus important entrepris par la ville d'Alençon sur son patrimoine propre. Pour comprendre les raisons de la construction de l'église des Jésuites, il faut remonter au XVIe siècle. Son histoire est étroitement liée à celle du collège de la ville d'Alençon. Les premières traces écrites attestant de l'existence d'un premier collège remontent en 1544. Mais l'existence de cet établissement fut éphémère. Il faut attendre le siècle suivant pour qu'il réapparaisse. Marthe Durand, épouse de Nicolas Le Bouillet, président au bailliage et siège présidial d'Alençon, demande à Marie de Médicis, veuve d'Henri IV et duchesse d'Alençon, d'accorder un collège de jésuites aux Alençonnais. Marie de Médicis y consent le 12 mars 1620. Louis XIII autorise le prélèvement d'un octroi de 6 deniers par pot de vin et de 3 deniers par pot de cidre ou de poirée dans la ville d'Alençon et ses faubourgs. Cette contribution est destinée à la construction du collège. Une fois les fonds réunis, les jésuites s'installent rue du Château. 3 classes de grammaire ouvrent dans des locaux en très mauvais état. L'établissement se développe et les jésuites envisagent de l'agrandir. Borné de 4 rues et environné de maisons appartenant à de nombreux propriétaires, le projet semble irréalisable. De plus, ces lieux comportent des inconvénients. 2 fois par semaine, le marché s'installe devant leur classe, divertissant maîtres et écoliers. Ces désagréables conditions amènent les jésuites à adresser une requête à Louis XIII pour lui demander un lieu convenable et plus étendu. En réponse, Louis XIII et Marie de Médicis leur donnent le petit parc du château pour y faire bâtir et édifier leur église, collège, logement et autres bâtiments. Louis XIV déclare le collège de fondation royale. Il est le seul établissement d'enseignement secondaire dans le diocèse. François Fouquet, archevêque de Narbonne et frère de Nicolas Fouquet, surintendant des finances de Louis XIV, meurt à Alençon. Il lègue son hôtel particulier aux jésuites afin qu'ils y installent leur nouveau collège, ce qui se réalisera 2 ans plus tard. Tout en exerçant leur mission d'enseignement, les jésuites travaillent assidûment sur leur projet d'église. Bénéficiant d'un don de 1500 livres octroyé par le Conseil de ville le 8 mai 1679, les jésuites ont pu commencer les travaux de leur église. Élisabeth d'Orléans, duchesse d'Alençon et cousine germaine de Louis XIV, pose la première pierre. L'édifice est construit en partie avec les matériaux de l'ancienne tour carrée du château et des remparts effondrés de la ville. Durant la construction, le Conseil de ville fait un second don de 3200 livres aux jésuites pour permettre la poursuite de la construction. L'église est bénite et livrée au culte avant même la fin des travaux. La construction ne s'achèvera que 25 ans plus tard. Suite à la suppression de leur ordre, les jésuites quittent Alençon. En conséquence, le collège revient à la ville.
Cependant, l'œuvre des Jésuites sera poursuivie jusqu'en 1791 par le clergé, puis par les professeurs laïcs. Le clergé mis à l'écart, l'édifice est transformé en temple de la raison. L'anarchie et la terreur qui règnent partout provoquent le déclin du collège, qui n'ayant plus que 2 élèves, ferme ses portes. Un grand banquet est donné dans l'ancienne église des Jésuites à l'occasion de la fête de la juste punition du tyran. Il s'agit de Louis XVI, qui fut guillotiné en 1793. Les autorités décident qu'une école centrale sera établie dans les locaux de l'ancien collège. À cette occasion, l'architecte Jean-Baptiste Delarue aménage l'ancienne église des Jésuites en séparant la nef transversalement. Le rez-de-chaussée est dédié aux exercices publics et au théâtre. La partie supérieure, dont l'éclairage est assuré par l'ouverture de larges baies dans la toiture, est réservée aux cours de dessin, puis à la bibliothèque de l'école centrale. Jean-Baptiste Delarue adapte à cet espace les remarquables boiseries de chêne de la bibliothèque de la Chartreuse du Val-Dieu, abbaye située près de Mortagne, et 4 colonnes de marbre provenant également de cette abbaye. D'une facture très pure, les 24 armoires sont complétées d'un riche entablement, décoré de 18 cartouches au nom des grands personnages de l'histoire d'Alençon. Cet ensemble exceptionnel du XVIIIe siècle est classé depuis 1982 parmi les monuments historiques. La bibliothèque de l'école centrale devient bibliothèque municipale par arrêté du gouvernement. Par une fin de journée de juin 1811, Napoléon Ier et Marie-Louise passent l'entrée de l'établissement pour le visiter. Un grand bal donné dans l'ancienne église des Jésuites est suivi d'un banquet servi à minuit. Viendront ensuite de grandes phases de travaux. Les 2 ailes, nord et sud du collège, respectivement occupées par la bibliothèque et le musée. Le bâtiment, abritant l'École nationale de musique, est celui accueillant l'atelier national du Point d'Alençon, les archives municipales et l'auditorium. Au terme de cette longue période de travaux, l'ancienne église des Jésuites accueille une exposition de peinture. Le rez-de-chaussée devient le vestibule de la bibliothèque et une annexe du musée de sculpture. 2 colonnes de marbre noir de Laval et des pilastres de différents marbres y sont conservés. Un double escalier monumental permet d'accéder à l'étage, en passant par un palier orné de 4 bas-reliefs du XVIIe siècle, représentant les évangélistes. Provenant de l'ancien couvent des Capucins d'Alençon, ils sont classés parmi les monuments historiques depuis l'été 1904. Les armoiries alençonnaises sont sculptées sur les panneaux de la porte de chêne à 2 vantaux de l'ancienne entrée. L'ancienne église des Jésuites est inscrite à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques. De la pose de sa première pierre en 1679 à aujourd'hui, 3 siècles d'histoire auront fait de l'ancienne église des Jésuites un des monuments les plus précieux du patrimoine culturel de la ville d'Alençon. Avec près de 717 manuscrits, 26 incunables, ouvrages datant de l'origine de l'imprimerie, et environ 40 000 livres anciens, parmi lesquels quelques œuvres uniques, la bibliothèque d'Alençon conserve un fonds patrimonial exceptionnel. L'histoire de ce fonds commence avec les confiscations révolutionnaires de 1792 et les prélèvements opérés par le bibliothécaire Louis Dubois en 1799 sur l'ensemble du département de l'Orne. À cela s'ajoutent 14 000 livres exposés dans la chapelle sous le regard du public et 14 000 volumes stockés au rez-de-chaussée dans la salle du collège. Cette précieuse collection compte parmi ses joyaux un évangéliaire breton du IXe siècle. Plusieurs manuscrits réalisés dans les scriptoria des abbayes bénédictines de Saint-Évroult et Saint-Martin-de-Sées, principalement au XIIIe siècle. Des incunables, comme cette Cité de Dieu de Saint-Augustin de 1486, cette traduction de la vaste encyclopédie imprimée à Mayence en 1491, le Jardin de santé, ou encore ces comédies de Terence. Les ouvrages souffrent de mauvaises conditions de conservation, bien éloignées des normes actuellement en vigueur. Il faut bien admettre que les structures de l'édifice ont le plus grand mal à protéger efficacement ce patrimoine, surtout que bien d'autres pathologies les rendent de jour en jour
encore un peu plus fragiles. Celles-ci ont été répertoriées dans une étude préalable réalisée en 1997 par M. Lefebvre, architecte en chef des monuments historiques. La première difficulté venait du sous-sol, puisque c'est un bâtiment qui est fondé en partie sur des points durs et pour une autre partie sur des sols plus souples. Et donc il y a des tassements différentiels qui se créaient et des fissures qui apparaissaient en façade. Et ces pathologies de sous-sol ont été aggravées au début des années 80 quand on a créé la bibliothèque dans l'autre aile, ce qui a renforcé encore ce tassement différentiel. Quand on a créé la bibliothèque au début du 19e siècle, on a voulu éclairer les parties hautes et donc on a coupé la charpente ancienne, ce qui a libéré des efforts et la charpente était devenue ainsi extrêmement fragile, elle poussait elle-même sur les murs. L'étude met en évidence que les dégradations sont souvent dues à des circonstances historiques depuis la création de l'édifice. Les textes, effectivement, nous précisent qu'il y a eu plusieurs années entre le moment où la chapelle a été construite et le moment où la toiture a été complètement finie avec ses ardoises et ses plombs. Les maçonneries, insuffisamment protégées en tête de mur, ont subi les intempéries et l'eau a pénétré en leur cœur, les affaiblissant dangereusement. Bon, les murs sont de moins bonne qualité que la charpente, sont constitués en partie de pierre de taille, mais surtout de blocages de maçonnerie. Et effectivement, le fait d'avoir pris l'eau a pu les fragiliser. Par manque de crédit à différentes époques, la couverture d'ardoise en écaille a manqué d'entretien, occasionnant d'importantes infiltrations d'eau. Celles-ci ont détérioré des pièces de charpente et l'humidité s'est propagée dans l'ensemble du bâtiment. Le problème d'humidité était de deux natures. D'abord, la couverture, qui était à bout d'âge. Mais les plus gros problèmes d'humidité venaient du sous-sol, puisqu'on est sur un sous-sol extrêmement humide. Et les maçonneries elles-mêmes sont poreuses. Donc on a un phénomène d'éponge en quelque sorte et de remontée d'humidité par capillarité dans la base des murs. Au-delà des dommages provoqués par les intempéries, les lucarnes censées apporter un confort au lecteur ne sont pas étrangères au désordre constaté. Oui, alors d'un point de vue climatique, ce bâtiment est très difficile effectivement à contenir. D'abord parce que la toiture, avec son toit d'ardoise sans isolation, partant de soleil, prend tout de suite la chaleur. Les baies vitrées qui sont aussi extrêmement fines et laissent passer aussi bien la chaleur que le froid très facilement. Donc il y avait des différences de température très importantes à l'intérieur de la chapelle et aussi des différences d'hygrométrie. Il s'agit donc, à l'aube du XXIe siècle, de soigner ces pathologies afin de ne pas compromettre la solidité de la construction et de pérenniser l'existence de ce bâtiment de valeur. Il faut aussi lui permettre d'assurer pleinement sa fonction de bibliothèque, réserve de fonds fort prestigieux. La première phase de cette vaste entreprise débute avec le déménagement du fonds ancien. Cette opération délicate tient compte de plusieurs aspects. Le premier, celui de profiter de ce travail pour répertorier tous les ouvrages et compléter la base de données informatiques. Il faut ensuite dépoussiérer chaque livre page par page, nettoyer les couvertures et restaurer les cuirs. Les ouvrages endommagés ou trop fragiles, quant à eux, sont protégés dans une chemise de papier non acide dans l'attente d'une restauration future. Enfin, après avoir assigné à chaque livre un numéro de référence pour permettre à leur retour de retrouver la même place, tous les ouvrages sont conditionnés et stockés en lieu sûr. Dispensée momentanément de son rôle de conservateur, l'ancienne église est maintenant prête à accueillir le plus grand chantier de restauration de son existence. Avant d'entreprendre les grandes phases de travaux, le dallage du rez-de-chaussée est démonté et nettoyé. Malgré son contact permanent avec l'humidité du sol, il présente un état de conservation satisfaisant pour décider de le réutiliser. Le démontage du dallage terminé, s'engagent les travaux de reprise en sous-œuvre. Ces travaux consistent à augmenter la surface d'assise des fondations. Des semelles en L sont ancrées aux fondations existantes par un système de tiges filetées scellées à l'intérieur des maçonneries. Afin de ne pas déstabiliser le bâtiment, ces travaux sont réalisés en quinconce suivant un plan d'exécution précis. On avait deux solutions pour régler ces problèmes de fondation. Ou bien descendre la fondation jusqu'au bon sol, jusqu'au rocher,
C'était des travaux extrêmement compliqués et coûteux et qui risquaient de créer des points durs dans un édifice qui a toujours un petit peu flotté sur son sol. Et l'autre solution était d'essayer de mieux répartir la charge sur le sol en faisant des semelles élargies en béton armé. C'est la solution qui a été retenue, donc qui vont permettre à la chapelle de mieux se placer sur son sol. Elle va être plus également répartie. Pour restructurer la partie inférieure de la maçonnerie existante, environ 6500 litres de coulis seront injectés sur le périmètre de la chapelle. La démolition du plancher du premier étage met à nu une structure porteuse ayant subi l'attaque d'insectes parasites. Un état sanitaire est établi et sont mis au point les plans d'exécution pour rénover la structure du plancher suivant les normes en vigueur. L'ensemble des cloisonnements intérieurs et autres planchers en terre situés dans les combles au-dessus des absidioles et de l'escalier monumental sont démolis. La mise à nu de la structure de l'édifice est nécessaire pour diagnostiquer l'ensemble de ses faiblesses et de ses désordres. Cette structure, élevée en 4 semaines, est recouverte d'un parapluie pour éviter toute pénétration d'eau à l'intérieur de l'édifice pendant la restauration de la charpente et de la couverture. En cours de dépose de la couverture et du voligeage, les couvreurs constatent rapidement que la charpente bouge dangereusement et que de nombreuses pièces de bois mises à jour sont en partie désagrégées quand elles n'ont pas totalement disparu. Le renforcement du plancher du premier étage nécessite l'emploi de matériaux lourds et encombrants, exigeant d'extrêmes précautions. Les bibliothèques sont étayées et maintenues en place. Cette méthode évite que les boiseries ne souffrent d'un démontage dommageable. Ce traitement préventif et curatif du bois, très spécifique, est relativement dangereux. Le principe consiste à mettre sous pression le volume contenant les bois à traiter avec un gaz type bromure de méthylène, nocif pour l'être humain. Le chantier est arrêté pour les autres intervenants pendant 2 semaines. Pour la restauration de la charpente, la mise en place d'une coordination avec le maçon et le couvreur est nécessaire. Avant de remplacer la sablière, la charpente est étayée. Les maçons coulent un chaînage en béton armé, implantent des achelets béton pour recevoir les nouveaux portiques de la charpente. Je vous expliquais que la charpente avait été coupée et il fallait absolument éviter que cette charpente ne continue de pousser sur les murs en s'avachissant comme ça sur elle-même. Donc il y a eu 2 types de travaux. Les premiers travaux, la restauration de la charpente ancienne elle-même, qui sont des travaux traditionnels, des travaux fins de greffe, d'assemblage, de remplacement de bois, et puis des travaux de prothèse en quelque sorte contemporaine, pour lui permettre de revenir à son fonctionnement initial. Donc ce sont ces grands portiques en lamellé collé qui sont indépendants de la charpente d'origine. Ce qui fait que pour nos successeurs, on a conservé une charpente du XVIIe dans son authenticité maximale, avec au maximum de vieux bois, et au lieu de la modifier, hein, et on a placé à côté une charpente contemporaine, donc on a ces 2 types maintenant de présence de charpente. Conjointement, les couvreurs suivent l'évolution des charpentiers. Chaque ardoise fait l'objet d'une taille précise pour trouver sa place et est maintenue par 2 clous de cuivre. La couverture nécessite l'emploi de 56 000 ardoises sur un voligeage jointif pour couvrir une surface de 900 mètres carrés. En parallèle de l'avancement des travaux de couverture, les charpentiers mettent en œuvre le lambrissage sous charpente d'une surface de 400 mètres carrés. Ce sont des lames de châtaignier dont la largeur et l'épaisseur sont étudiées pour s'adapter à la forme de la voûte. Une des transformations en partie responsables de l'affaiblissement de l'édifice et des écarts de température dans la bibliothèque a pourtant été maintenue. Était-ce par souci de cohérence historique que ces lucarnes ont été conservées? Absolument. Il s'agissait de savoir si on revenait à l'aspect extérieur de la chapelle,
telle qu'elle était avant le 19e siècle, ou si on lui conservait son aspect du 19e siècle. C'est une bibliothèque depuis plus de 2 siècles. Dans la ville d'Alençon, cette image est bien connue, est appréciée comme telle. Donc on a gardé ces lucarnes par souci de cohérence historique, sauf du côté de la place, du côté de l'entrée, où cette lucarne était vraiment gênante, et au moment de sa création, les mouvements de toiture avaient été complètement modifiés pour créer cette lucarne. Donc là, on a décidé de la supprimer et de redonner cette vigueur à la toiture du côté de la place. Tous les travaux d'aménagement intérieur sont menés en parallèle des travaux de couverture. La coordination et le pilotage quasi journalier de ces lots sont nécessaires pour dissimuler au maximum l'ensemble des installations techniques comme le chauffage, la climatisation, le câblage électrique ou encore l'informatique. Au cours des terrassements opérés dans la nef et le chœur de l'église, la découverte d'un squelette relativement bien conservé déboucha sur l'ouverture d'un chantier de fouilles archéologiques. Lors des terrassements suivants, les archéologues découvrent également les vestiges d'anciennes constructions qui avaient été adossées aux remparts de la vieille ville. Les fouilles archéologiques terminées, le dallage du rez-de-chaussée est réalisé avec un béton étalé sur un polyane pour stopper les remontées d'humidité. Le revêtement en terre cuite provient à 60% de la surface de pavé récupérée sur le site. L'assainissement des parois verticales comprend la création d'une barrière étanche, la réalisation de dégrossis et d'enduits, des injections de coulis pour consolider des maçonneries caverneuses, pour climatiser et chauffer le volume de l'ancienne église, sont installées 4 centrales d'air, une production d'eau implantée dans une cave et un groupe autoréfrigérant extérieur. Pour distribuer et mettre en fonctionnement l'ensemble de cette installation, plus de 600 mètres de canalisation sont mis en œuvre. Cet équipement est calculé pour maintenir une température ambiante constante de 20 degrés et un taux hygrométrique de 50%. De nombreux travaux de plâtrerie et staff sont nécessaires pour monter les cloisonnements des locaux techniques, confectionner l'ensemble des 10 colonnes en rez-de-chaussée, réaliser les plafonds en méthode traditionnelle, exécuter l'ensemble des corniches, fausses poutres et autres éléments décoratifs, restaurer tous les éléments existants tels que les rosaces du plafond ou les draperies sous linteau dans l'escalier monumental. La réalisation du parquet en point de Hongrie nécessite la surélévation de certaines bibliothèques pour corriger au mieux le niveau du sol. Avec ce travail soigné pour redonner au plancher son aspect authentique, il est sans nul doute que celui-ci participe à rendre les boiseries encore plus belles. Afin de conserver au maximum leur aspect original, celles-ci n'ont subi que des opérations de nettoyage après chantier. L'aménagement le plus marquant fut la restitution de la balustrade telle qu'elle existait au XIXe siècle. La salle de lecture du rez-de-chaussée retrouve ses bibliothèques anciennes. De nouveaux meubles sont aménagés pour recevoir, avec la salle du premier étage, les quelques 40 000 volumes constituant le fonds patrimonial. Un parquet est également installé pour couvrir la galerie technique. Sur ce type de chantier, les prouesses de l'électricien sont permanentes pour constamment anticiper et se coordonner avec l'ensemble des intervenants. Il a pour mission, entre autres, d'arriver à dissimuler l'ensemble du câblage qui permet d'alimenter chaque machine, les prises de courant, les luminaires, le système de sécurité incendie ou encore la sonorisation. Au-delà des chantiers traditionnels de peinture, il fallait, par des travaux fins de finition, redonner à l'édifice la somptuosité de ses décors originaux. Fortement altérées par le temps passé, les peintures sont nettoyées et restaurées millimètre par millimètre pour redonner à ces décors en faux marbre leur aspect original.
En s'inspirant du travail des compagnons de l'époque, ces artistes entreprennent de donner aux parties neuves un effet d'imitation marbre des plus saisissants. L'aménagement des salles publiques par le mobilier de lecture marque l'aboutissement des travaux. L'aspect contemporain de cet équipement tranche volontairement avec le style des boiseries. C'est un petit peu le même souci que pour la charpente, pour les fondations ou pour la toiture. C'est un souci de cohérence historique, mais au niveau du mobilier qui avait totalement disparu, il nous a semblé intéressant de faire un mobilier de notre époque, d'aspect contemporain. Je crois que le public actuel est prêt à vivre dans un mobilier de son époque, comprend les juxtapositions de styles, dans la mesure où le mobilier en création est de bonne qualité. Ce qu'il faut voir aussi, c'est qu'au niveau des couleurs, au niveau des matériaux, on reste dans les mêmes matériaux que les bibliothèques. Le mobilier est conçu pour que les chercheurs et les lecteurs soient confortablement installés. Il est moderne en son équipement aussi, puisque toute l'électronique est présente à l'intérieur même du mobilier, ce qui aurait été difficile avec du mobilier en copie. Et non, je ne crois pas que les gens veulent absolument du pastiche. Je crois que le public est plus ouvert que ça, et il faut l'aider dans cette démarche, au contraire. 20 mois de travaux auront été nécessaires pour permettre à l'église des Jésuites de retrouver toute sa splendeur et de bénéficier des dernières technologies lui permettant d'assurer pleinement sa fonction de bibliothèque, réserve d'un fonds patrimonial très précieux. Considéré comme l'un des monuments les plus marquants de l'histoire de la ville d'Alençon, l'édifice dispose maintenant de tous les attributs nécessaires pour prolonger son existence au fil des siècles, pour le plus grand intérêt des générations futures.